Bonjour Lilia Bakhaled, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Mohamed Charfi, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de A3. Alors, nous sommes à l'avant-veille du rendez-vous électoral des APC et APOI, un rendez-vous qui va permettre le parachèvement aujourd'hui du processus d'édification des institutions qu'on veut aujourd'hui crédibles. La crédibilité des élections, un gage pour asseoir les fondements de l'état de droit. Monsieur Charfi. Oui, vous avez raison de dire le parachèvement de l'édification, sauf qu'il restera toujours un segment, celui du renouvellement du tiers au Sénat, qui aura lieu dans les semaines qui suivront le 27 novembre. Bien sûr, le parachèvement de l'édification des institutions, finalement, ça a été l'objectif principal. Ça aurait dû être le principal chantier depuis l'indépendance, puisque tous les responsables qui se sont succédés ont toujours soutenu, œuvré pour la construction d'un État institutionnel qui survivra aux hommes. Malheureusement, pour des raisons historiques que les historiens expliqueront, que les sociologues expliqueront, que les économistes expliqueront, cela ne fut pas achevé. Je ne dis pas ne fut pas fait, ne fut pas achevé. Et c'est à l'honneur de la génération actuelle, qui donc a la charge de construire l'Algérie nouvelle, de parachever cet édifice institutionnel. Et vous avez raison de dire que les principales institutions, en l'occurrence la présidence de la République, le Parlement et les assemblées locales, populaires de wilaya et populaires des communes, constituent effectivement l'ossature principale de l'édifice institutionnel de l'État algérien. Et nous avons la chance de vivre cette expérience qui constituera le parachèvement de la citoyenneté de l'Algérien. Mais c'est cette volonté politique qui prime aujourd'hui l'édification d'un État de droit, monsieur Mohamed Charfi. Vous avez raison de le dire. L'édification d'un État est d'abord une volonté du sommet de l'État. Et l'adhésion des citoyens de la base de la population ne surviendra que lorsqu'il y a une symbiose entre la volonté politique au sommet de l'État et les aspirations de la population. Jusqu'à présent, cette symbiose semble avoir manqué de consistance, puisque l'Algérien non seulement s'est désintéressé petit à petit du choix de ses représentants, et cela s'est répercuté sur la façon de servir dans tous les domaines de l'action de l'État. Mais pour assurer aujourd'hui de façon concrète la crédibilité des élections sur le plan législatif, avec la réforme de la loi électorale, toutes les dispositions ont été prises pour éviter que les voix des électeurs ne soient détournées. Monsieur Mohamed Charfi. Bravo. Sincèrement, vous avez mis le doigt là où il le faut, parce qu'effectivement, la base de la construction d'un État de droit, c'est d'abord le consensus national. Or, le consensus national n'est possible que si, à la base de la construction de l'État, il y a la liberté du citoyen de choisir ceux qui le représentent, du sommet de l'État jusqu'à la base. Cette liberté de choix donne en même temps la légitimité populaire à toutes les institutions. Nous en avons pour preuve la légitimité qu'a acquise Monsieur le Président de la République, élu démocratiquement en décembre 1999, et qui parle d'une voix haute et que la voix de l'Algérie est entendue. Or, les moyens matériels de l'Algérie n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est cette légitimité populaire qui donne au Président de la République une force diplomatique, qui lui donne une force politique à l'intérieur. Et c'est ça que l'objectif, le processus électoral doit réaliser.
Mais avec les précédents rendez-vous électoraux, les taux de participation n'ont pas dépassé globalement les 25%, Monsieur Mohamed Chaoufi. C'est des taux qui reflètent aujourd'hui la participation réelle des Algériens aux urnes. On ne gonfle plus les chiffres. Vous savez, avec vous-même, lors des présidentielles, vous m'avez posé la question suivante. Vous m'aviez dit, est-ce que la fabrique des présidents est réellement fermée? Je vous ai dit, vous m'aviez dit, ça veut dire que si on dit qu'elle doit être fermée, ça veut dire qu'elle existait. Je vous ai dit oui, puisque les autorités compétentes le reconnaissent. Vous aviez fait allusion à l'époque à l'article de la revue El Jaish. Donc, la fabrique des présidents a été définitivement fermée. Et la fabrique des fausses données aussi a été définitivement fermée. Nous devons, pour la pérennité de l'État, pour la pérennité des institutions, dire la vérité au peuple algérien. Si le peuple a voté à 20%, c'est 20%. On fera des efforts nécessaires pour que le peuple vienne voter plus nombreux. Mais il faut lui convaincre. Et pour ça, il faut la crédibilité à la fois des politiques, à la fois la conformité de l'action avec les engagements pris, etc., etc. Donc, le taux qui sera donné, qui a été donné au présidentiel, au référendum, aux législatives, ont été des taux réels qui correspondent à la réalité. Et ça ne servait à rien de vouloir les gonfler parce qu'en même temps, on n'aura pas entretenu une crédibilité artificiellement. On ne peut pas. La crédibilité, elle est ou elle n'est pas. En clair, vous l'affirmez, on ne gonfle plus les chiffres. On ne l'a plus gonflé depuis les présidentielles. Alors, l'abstention aujourd'hui, Monsieur Mohamed Chaoufi, c'est une expression politique ou une position politique? Là, l'abstention. Ah, vous savez, l'abstention peut cacher beaucoup de choses. Elle peut cacher effectivement une position politique claire au projet qui est présenté au suffrage populaire. Mais elle peut aussi, surtout, et c'est plus grave, être la conséquence de l'érosion de la citoyenneté. Et l'érosion de la citoyenneté, c'est comme l'érosion naturelle des sols. Une pluie qui est censée être salvatrice laisse à la fin un sol dénudé, et donc elle aura provoqué les effets contraires à ceux que chacun attend d'une pluie. La politique est donc comme cette pluie. Si elle n'est pas adaptée, si la façon de gérer les institutions de l'État ne sont pas conformes aux engagements, le citoyen se lasse et s'éloigne et se désintéresse de la politique et en conséquence ne se sent plus obligé d'assumer ses devoirs complètement vis-à-vis de la société et de l'État. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de vos propos aujourd'hui, Monsieur Mohamed Chaoufi, que les partis politiques, ou en clair les politiques, sont en partie responsables de ce que vous appelez aujourd'hui l'érosion de la citoyenneté? Il est certain que la classe politique dans tous les pays du monde est responsable de l'état d'esprit de la masse des citoyens. Mais pas que. Il n'y a pas que la classe politique. Il y a les gouvernants qui sont en charge de la chose publique à tous les niveaux. Au niveau des communes, au niveau des wilayas, au niveau des ministères, au niveau de la diplomatie. Que cette façon de servir avec des intérêts, avec honnêteté, avec impartialité, toutes les vertus que la loi impose. La loi, elle est impersonnelle, générale et abstraite, mais l'action des gouvernants n'est pas abstraite, elle doit être concrète. Elle n'est pas générale, elle doit être particulière, parce qu'elle doit s'adapter à tous les problèmes locaux qui se posent et à tous les problèmes nationaux qui se posent. Donc cet engagement sincère, le citoyen doit le sentir. Le citoyen ne demande pas qu'il lui tombe des louis d'or du ciel. Le citoyen demande à ce que lorsqu'il laboure, il recueille les fruits de son labeur.
Mais justement, quand vous parlez de cet aspect par rapport à l'abstention, et vous le qualifiez de l'érosion de la citoyenneté, est-ce qu'elle est la conséquence aussi de l'érosion du discours des politiques qui n'arrivent pas aujourd'hui à convaincre, d'où cette rupture de confiance? Oui, vous avez raison de le dire. Mais Ils doivent se recycler, revoir leur programme, savoir comment convaincre aujourd'hui. Le discours, s'il ne correspond pas à une réalité sur le terrain, ça devient de la propagande pure et simple. Et la propagande ne mène pas loin. Alors cette abstention pour cette élection qui est particulière puisqu'il s'agit un peu des locales, c'est la proximité aussi bien au niveau des APC qu'au niveau des APUI puisque l'APUI c'est les représentants au niveau de la wilaya, des wilayas. Est-ce que vous craignez également pour cette élection, même principe, un peu un taux d'abstention qui reste relativement important? Je pense que de ce qu'on a pu constater, de l'adhésion des citoyens aux actions de la campagne électorale. Je pense que le citoyen a un intérêt plus grand vis-à-vis de ces élections qu'il ne l'avait vis-à-vis des élections précédentes, surtout celles avant 1999 qui ont provoqué le mouvement populaire du Hirak et qui a demandé et qui a imposé le changement que nous vivons, le changement positif que nous devons réaliser tous au profit des jeunes générations afin qu'ils vivent dans cette Algérie apaisée, dans cette démocratie accomplie et apaisée, dans cet État qui s'assume pleinement en tenant les engagements pris et en réalisant les aspirations de ceux qui l'ont élu. Mais la spécificité de cette élection, c'est son caractère de proximité qui touche directement les citoyens. Oui, vous avez raison. Les collectivités locales sont en charge des besoins quotidiens du citoyen. Vous prenez un exemple, le spot qui a été réalisé, qui a eu un succès. Une commune, une APC modèle, elle est possible, puisqu'elle a été réalisée pour le spot. Donc elle est possible, pourvu que le citoyen assume aussi ses missions de contrôle, ses missions de participation, parce que la démocratie n'est pas une occasion, elle n'est pas occasionnelle le jour du vote. Non, la démocratie participative veut que le citoyen participe concrètement, particulièrement aux affaires locales, au niveau des institutions locales. Le citoyen, même s'il n'est pas élu, en tant que citoyen avec un grand C, doit aussi s'intéresser à la gestion des affaires locales, doit avoir son mot, et ça, il faut qu'il y ait une adhésion réciproque à la fois des citoyens pour accomplir ce qu'ils ont accompli et des responsables locaux pour accepter que le citoyen participe à la gestion de ses affaires. Mais c'est l'électeur aussi qui est l'acteur réel du changement en exprimant sa voix, sans quoi le changement ne pourrait survenir. Oui, la participation du citoyen et le choix raisonnable, le choix réfléchi, le choix objectif, parce que quand on va élire, on ne va pas élire quelqu'un pour une association familiale. On élit quelqu'un pour ce qu'il peut apporter au projet national. On lui délègue ses pouvoirs pour gérer à sa place. Le projet national. Et sur cette question, nous arrivons au terme de cette première partie. Nous reviendrons dans un tout petit moment pour la seconde partie où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs. Monsieur Mohamed Charfi, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Merci Lilia Bkhaled. Alors Monsieur Mohamed Charfi, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. Nous avons parlé un peu de l'érosion, un peu du principe de la citoyenneté. Vous avez un peu donné quelques indicateurs sur les raisons un peu de l'abstention aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la citoyenneté est une culture, est un apprentissage? Une culture certainement, parce que la citoyenneté est née après que l'humanité se soit organisée en entité collective et que chacun soit devenu un élément indispensable à l'ensemble. Donc c'est de la nature de l'organisation humaine
que la citoyenneté soit développée et soit accomplie. Et aujourd'hui, le développement de la démocratie participative semble poser pour certains une crise pour la démocratie représentative. Et c'est pour ça que le développement de la société civile dérange parfois certaines écoles politiques, pour rester dans l'abstrait, et que le citoyen s'intéresse de plus en plus à la chose politique en s'organisant lui-même pour accomplir cette citoyenneté. Le développement des listes indépendantes, par exemple, aux législatives et aux élections locales. Même principe, beaucoup de listes. Beaucoup de listes indépendantes. Et ce que je note, le bilan que j'ai présenté hier lors de la conférence bilan, c'est que le nombre d'actions de proximité très élevé, bien que le nombre de listes indépendantes soit inférieur, le nombre d'actions de proximité est supérieur pour les listes indépendantes. Ça veut dire que le souci d'intéresser directement le citoyen par la conviction à la chose publique est devenu une nécessité. C'est ça la citoyenneté accomplie, que le citoyen s'intéresse et non seulement par le vote, mais aussi par le suivi de la gestion des affaires locales et par le suivi de la gestion de la gouvernance d'une façon générale, puisque finalement, chaque scrutin est un compte-rendu de la gouvernance qui l'a précédé. C'est un compte-rendu et donc le citoyen a en main les moyens du changement qu'il veut opérer. Mais si aujourd'hui on constate à travers par exemple la consultation précédente, à savoir les législatives, et celle-ci également qui va se tenir dans 2 jours, samedi prochain, que les listes indépendantes sont de plus en plus importantes, est-ce que cela indique indirectement que c'est l'échec ou la faillite des partis politiques qui n'arrivent plus aujourd'hui à mobiliser? Oui, c'est pas l'échec. L'échec, c'est une évolution mondiale. C'est pas un échec, c'est un constat qu'on doit faire, que l'action politique souffre d'un déficit de légitimité et de conviction pour mobiliser les citoyens. Donc, cela interpelle beaucoup plus la classe politique qu'elle ne l'accuse ou qu'elle ne la mette en position de responsabilité de cette situation. Au contraire, je pense que la classe politique en Algérie, je me place dans mon pays, je ne pense pas qu'en académie. Bien, notre classe politique, certainement, a pris conscience qu'elle a désormais un rival politique qui s'appelle la société civile et que donc la concurrence n'est pas seulement entre les partis politiques, la concurrence pour la gestion des affaires publiques et aussi entre la classe politique et la société civile. Et c'est ça la démocratie participative. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi qu'on s'achemine aujourd'hui vers une reconfiguration du paysage politique, puisqu'on l'a vu pendant cette campagne électorale, seuls quelques grands partis politiques ont pu animer à travers tout le territoire national des meetings et des rencontres de proximité. Ils n'étaient pas très nombreux, les leaders de partis politiques, à se déployer sur le terrain. Il faut dire les choses aussi honnêtement, monsieur Mohamed Charfi. Ah bah attention, là, il faut modérer ce constat, parce que j'ai quand même annoncé que les présidents de partis ont animé eux-mêmes 120 meetings. Pas tous les partis 120 présidents de partis. Non, je ne dis pas les 50 partis. J'ai dit 120 meetings ont été présidés par les chefs de parti. Ensuite,
Mais vous avez un parti politique qui en a fait 29, Oui, mais d'autres en ont fait 30, mais ils ne sont pas nombreux à s'être déployés sur le terrain. Oui, cela dépend du nombre de militants. Cela dépend du nombre de militants, c'est clair. Quand vous avez 500 000 militants à travers le territoire national, vous êtes présent dans tout. Quand vous avez 20 000 militants, vous ne pouvez pas espérer avoir une campagne électorale à la hauteur d'un parti qui a 2 millions de militants. Donc, effectivement, cela dépend, mais cela dépend aussi du contenu du discours, de la qualité des élus de ces partis, la qualité des élus à la fois dans leur action de suivi quotidien de ceux qui les ont élus, parce que une fois qu'on a obtenu un siège électoral, ce n'est pas un début d'une rente tel que cela a été vécu jusqu'à présent. C'est le début d'un véritable sacerdoce au service du citoyen. Et lorsque le citoyen ressentira cela, le parti politique et la société civile engagés dans la politique, à ce moment-là, auront un résultat à la hauteur des sacrifices qu'ils consentiront. Oui, mais est-ce qu'on s'achemine vers une reconfiguration du paysage politique, puisqu'on a vu que de par la loi électorale et les conditions fixées aujourd'hui, certains, certainement, disparaîtront de la scène, s'ils n'obtiennent pas 5 communes au moins? C'est pas 5 communes, non. Ça c'est la participation à la répartition des sièges. La loi dit qu'il faut obtenir le coefficient électoral pour participer à la distribution des sièges. Et que ceux qui ont moins de 5% ne participent pas à la répartition des sièges, ni lors de la deuxième phase, ni lors de la répartition des restes. Bon, la loi, elle est ainsi faite. Mais sur le plan de la justice sociale, de l'équité, puisque la démocratie participative doit donner sa chance à tous ceux que les citoyens ont élus, et ce que j'ai appelé les voix gaspillées. Les voix gaspillées, ce sont des voix qui ont des listes qui ont obtenu moins de 5% et qui, pour l'initiative, ont représenté environ 1 million. C'était 1 million de voix qui n'ont pas pesé dans le choix du Parlement. Bien, et ce n'est pas propre à l'Algérie. Ça, c'est les défauts du système qui existe, par exemple, en Tunisie, et au lieu de 5%, ils ont mis 3%. Mais ce sont 3% de voix gaspillées. En principe, chaque élu doit pouvoir participer à la répartition des sièges en proportion des voix qu'il a reçues. Mais éliminer avec des taux, je pense que c'est injuste. Bon, il y a des auteurs qui disent que c'est normal, que c'est nécessaire. Mais je pense que la logique d'une démocratie participative fait que chaque élu, en fonction des voix qu'il a obtenues, a un rôle à jouer. Mais est-ce qu'il aurait fallu peut-être pour certains partis politiques recourir éventuellement à des alliances entre partis politiques de telle sorte à être beaucoup plus représentatifs? Est-ce que cette culture devrait aujourd'hui émerger au niveau des partis politiques? Vous avez raison de le dire. C'est les alliances. C'est la force. Les alliances, c'est ce qu'on appelle les alliances politiques. Il y a des alliances politiques stratégiques, il y a des alliances politiques programmatiques à l'occasion des scrutins. Actuellement, on a eu trois alliances qui se sont présentées, donc à la fois en tant que parti politique, indépendamment, mais dans certaines circonscriptions électorales, on a constaté que ces mêmes partis ont établi nous avons trois alliances. On espère que dans l'avenir, il y en aura plus, parce que c'est la mutualisation. C'est la mutualisation à la fois des programmes, à la fois des moyens mis en œuvre, et à la fois aussi une mutualisation pour les capacités de mobilisation. Les alliances électorales, ça existe depuis pratiquement le XVIIIe siècle à travers le monde. Et donc, ça permet aux petits partis, surtout aux petits partis, de pouvoir constituer occasionnellement une force politique plus importante que celle qu'ils avaient séparément. Alors, elles étaient 6, puis elles sont devenues 4 APC, où il n'y a aucune liste de candidatures. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est un problème ou c'est une question qui est déjà prise en charge de par la législation, à savoir nommer des représentants au niveau de ces APC de telle sorte à ce qu'ils gèrent les affaires courantes des citoyens? Monsieur Mohamed Charfi. Non, il y a deux aspects dans votre question.
Premier aspect, c'est l'évaluation politique de cette situation. Il est clair Mais que c'est inédit, c'est la première fois où on est face à ce type de situation. c'est la première fois où on le dit. Oui. Je ne pense pas que ce soit inédit. Mais l'important, c'est de gérer le présent et de dire que même une seule agglomération dans le pays qui n'aspire pas à avoir un représentant est une agglomération de trop. Il faut prendre en considération les causes, les étudier pour que chaque Algérien soit intéressé par le sort de la gestion locale quotidiennement et par la qualité de ceux qui en sont chargés en participant à l'élection. Donc ce n'est pas un constat négatif qu'il faut faire, mais c'est un questionnement qu'on doit se poser pour que ce pareille situation, même s'il s'agit d'un pourcentage, c'est 4 communes sur 1541, il ne faut pas oublier, c'est 1541 communes en Algérie. Mais 4 communes, pour l'Algérien, c'est 4 communes de trop. Il faut se poser des questions, il faut chercher à savoir pourquoi, il faut que les citoyens de ces communes soient intéressés à la gestion de leur commune. Et j'espère que les causes qui ont été à la base de cette situation soient, Inch'Allah, traitées comme il faut, au niveau qu'il faut et de la manière qu'il faut. Mais est-ce qu'on peut considérer que la loi prend en charge ce cas de figure, ou ça relève de vos prérogatives, ou ça relève des prérogatives du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales? J'ai répondu le premier aspect. Maintenant, sur le plan de la gestion administrative, vous savez, même une APC élue peut avoir des dysfonctionnements et qui empêchent qu'elle accomplisse les missions pour lesquelles elle a été. Et la loi prévoit qu'à ce moment-là, les autorités publiques agissent pour assurer le fonctionnement. Ça relève de vos prérogatives ou celle du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales? Non, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Le fonctionnement des collectivités locales, c'est le gouvernement. Mais la loi donne des possibilités multiples pour faire face à ce genre de situation. Alors, vous avez beaucoup de préoccupations soulevées aujourd'hui par les citoyens, Monsieur Mohamed Chorfi, par les questions des auditeurs qui nous sont posées ce matin. Et c'est les mêmes questions qui sont revenues pendant, bien sûr, cette campagne électorale, à savoir la décentralisation des pouvoirs de gestion, de telle sorte à ce que les APC soient beaucoup plus efficaces et beaucoup plus efficientes. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit effectivement, le vote est un droit et une obligation vis-à-vis de la loi. Mais comment le citoyen aura son mot à dire alors que l'élu n'a pas parfois de pouvoir face à un chef de daïra ou un wali? Est-ce qu'il va falloir aussi réfléchir sur ces aspects-là, puisqu'il y a une réflexion qui est engagée, ou un chantier plutôt engagé au niveau du Premier ministère pour réformer le code des APC et de wilaya? Oui, là je répondrai par respect à l'auditeur qui a posé la question, mais cela ne relève pas, si vous voulez, de l'autorité nationale des élections. Cela relève beaucoup plus de l'autorité chargée de la gestion des affaires publiques. Mais il est clair que le code de la wilaya et le code de la commune seront aussi parmi les grands codes que le président de la République a intégrés dans son programme pour le changement, pour la construction de l'Algérie nouvelle. Afin que l'élu soit réellement responsable, il faut qu'il soit réellement doté des moyens juridiques et matériels pour faire face à ses responsabilités. Je pense que ça fait partie des objectifs programmatiques du président de la République élu. Mais avec l'évolution aujourd'hui des moyens technologiques, est-ce qu'on pourrait s'acheminer graduellement vers le vote électronique, Monsieur Mohamed Chorfi, également, pour permettre une plus large expression des citoyens à travers tout le territoire national, puisqu'aujourd'hui, dans certaines localités éloignées, on met en branle pratiquement des bureaux itinérants? Oui. Les bureaux itinérants ne disparaîtront pas de toute manière, parce que l'Algérie est un pays très grand. Très, très grand. C'est un continent
Et il existe des populations qui par nature, C'est des nomades. voilà, donc ne sont pas agglomérés dans des cités et que par conséquent, les bureaux itinérants sont une caractéristique dont nous sommes fiers. Et ils ont commencé dès hier. Quand nous sommes fiers quand on voit cette mobilisation, cette organisation des caravanes motorisées, et le taux de participation hier était en moyenne à 25%. Pour les itinérants. Pour les itinérants. Donc, ça veut dire que l'accueil a été très, 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 très favorable. Donc, le code électoral, bien sûr, doit s'adapter parce que c'est à l'origine de toute la gouvernance. Le monde évolue en fonction de la numérisation. On est à l'amont de la gouvernance. Et donc, le vote électronique, nous l'avons inscrit maintenant, contrairement aux réticences que nous avions exprimées au début de l'expérience de l'ANI, nous pouvons le fixer comme objectif stratégique. Et nous avons déjà commencé certaines actions préparatoires, comme l'inscription en ligne, qui a déjà un certain succès auprès des citoyens. Et je pense que nous y arriverons graduellement, parce que nous avons maintenant des pistes, par exemple, remplacer la carte de vote par une carte électronique progressivement. Par exemple, nous avons l'expérience vénézuélienne qui nous intéresse et pour laquelle nous avons conclu un principe de coopération où à la place de l'empreinte sur papier, c'est l'empreinte électronique et qui montrera que c'est X qui a voté et non pas X', et qui émettra le bulletin automatiquement dans l'urne après avoir mis son empreinte et choisi le candidat qu'il faut. Donc, il y a des positions graduelles. C'est en réflexion actuellement. C'est notre plan stratégique, je l'ai annoncé, c'est le plan stratégique de l'ANI. Alors, vous avez parlé de la carte électronique. Maintenant, pour voter, parfois, on ne trouve pas son nom sur le fichier électoral ou on a égaré sa carte d'électeur. On peut quand même voter. Voilà, vous savez, depuis l'indépendance, ça arrive souvent qu'on ne trouve pas son nom sur le fichier électoral. La problématique du fichier électoral n'a jamais été prise en charge par la loi. Pour la première fois, elle a été prise en charge par la loi organique créant l'ANI et qui a mis à la charge de l'ANI la mise en place et la gestion du fichier électoral, en prévoyant qu'un texte ultérieur en déterminant les modalités. Ce texte ultérieur n'a pas intervenu et la réforme, le nouveau code électoral, a tout simplement dit que c'est une décision du président de l'ANI de fixer les modalités. Et donc, nous avons hérité du fichier électoral qui existait concrètement. Parce que quand les gens s'inscrivent, c'est ça le fichier électoral. Il existait concrètement. Et alors, avec des défaillances, par exemple, il n'y avait pas de coordination totale entre le fichier d'état civil et le fichier électoral. Et donc, il y avait des gens décédés qui n'ont pas été rayés des listes électorales. Et donc, il y avait des gens qui ont changé de résidence et qui ne se sont pas inscrits dans leur nouvelle résidence, ou alors qui se sont inscrits sans se faire radier des anciennes listes. Et par conséquent, ces tares que vous signalez sont les tares de l'ancien fichier électoral que nous sommes en train d'épurer et nous y arriverons peut-être dans les meilleurs délais, mais en tout cas, c'est une œuvre de longue haleine. Mais je me présente au bureau de vote, je ne trouve pas mon nom sur le fichier électoral, j'ai perdu ma carte d'électeur, je peux quand même voter, oui, monsieur. avec votre carte, avec pièce d'identité, bien sûr. Même bien si sûr. Mon nom n'est pas porté sur le fichier électoral, parce que par omission, donc c'est perdu, je ne vote pas. Non. Si vous n'êtes pas sur le fichier électoral, vous ne pouvez pas voter. Mais si vous êtes inscrite, vous serez, même s'il y a une omission de quelqu'un, parce que nous avons un fichier maintenant qui est géré par le data center, et on retrouvera avec votre filiation, votre données d'état civil, on vous retrouvera là où vous étiez inscrite auparavant.
Alors, pour voter, toutes les dispositions sanitaires ont été prises puisque nous sommes encore en période de pandémie du Covid-19. Donc, sur le plan sanitaire, toutes les dispositions sont prises pour éviter, par exemple, des contaminations Oui. au niveau des centres et bureaux de vote, Oui, monsieur Mohamed nous Chaffi. avons reconduit le protocole sanitaire qui a fait ses preuves lors des législatives et nous l'avons Sur renforcé. recommandation du comité scientifique. Et nous l'avons renforcé par une exigence de vaccination des encadreurs des bureaux de vote. Priorité a été donnée donc à ceux qui sont vaccinés pour l'encadrement des bureaux de vote et nous espérons que... Alors, vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, la phrase que vous avez prononcée, monsieur Mohamed Chaffi, tout à l'heure, bien sûr, en abordant la question des 4 communes, il n'y a pas eu de liste. Vous avez déclaré que ce n'est pas inédit, mais ça n'a jamais été dit. Elle a beaucoup de sens, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous disons la vérité, rien que la vérité, aux citoyens algériens, monsieur Mohamed Chaffi. C'est ça qui va permettre de rétablir la confiance. En tout cas, la vérité aux citoyens, c'est une des conditions premières. C'est une condition sine qua non. C'est ça le gage de confiance. C'est une condition sine qua non. La vérité, ça veut dire la transparence. Et la transparence, ça veut dire ne rien cacher. Ne rien cacher. Et vous direz la vérité, toute la vérité, monsieur Mohamed Chaffi. De toute manière, maintenant, je pense que les citoyens sont convaincus qu'au niveau de l'ANI, la gestion des affaires électorales se fait en toute transparence et toute la vérité sur tous les problèmes sera dite sans aucune réticence et sans aucune gêne, puisque cela fait partie non seulement du serment que nous avons prêté, mais de notre conviction que l'état de droit, la crédibilité ne peut être fondée que lorsque le citoyen connaît la réalité de la gestion de ses affaires. Et toute tentative de fraude sera lourdement sanctionnée puisqu'il y a des peines d'emprisonnement qui sont encourues. Ah ben ça c'est clair. Et nous n'avons pas hésité à saisir, par exemple, au courant de la réforme de la campagne électorale, il y a plus de 140 saisines du procureur général. Donc le recours à la loi, c'est un dernier recours parce que la construction démocratique, c'est d'abord une affaire de conviction, une affaire donc de conformation du discours à la pratique, mais la loi est la loi, et s'il y a des tentatives de fraude, parce que la fraude, elle n'y aura pas lieu, c'est les tentatives qui pourront avoir lieu, elle sera sanctionnée sévèrement. Monsieur Mohamed Chaffi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin à partir du CIC, j'allais dire du studio. C'est un réflexe. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Chaffi. C'est moi qui vous remercie. À bientôt et bien sûr, bon week-end à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Et bien sûr, pour votre santé et votre sécurité, portez toujours vos masques. La pandémie demeure toujours. Merci, bon week-end. Merci.